Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le déroulement d'une IRM cérébrale. Avant d'accueillir votre patient, vous devez vérifier son ordonnance, la date, le prescripteur, le type d'examen ainsi que l'indication. L'ordonnance n'est valable qu'1 an. Vous devez également vous assurer de ne pas faire d'erreur d'identité en allant chercher votre patient. En salle d'attente, ce dernier doit remplir un questionnaire afin de vérifier qu'il n'a aucune contre-indication à l'IRM ou à l'injection de produits de contraste. S'il est injecté, vous devez vérifier que le patient n'a pas d'infection transmissible, qu'il dispose d'un bilan sanguin avec créatinine, qu'il n'a jamais fait de réaction allergique, d'asthme ou d'eczéma. Vérifiez également qu'il a une bonne fonction rénale et s'il a un traitement contre le diabète. Concernant la clairance, votre patient doit en principe avoir une DFG supérieure à 60 ml par minute pour être injecté. Sinon, veuillez vous référer au radiologue si la DFG est inférieure. Vous revérifierez systématiquement toutes ces contre-indications avec le patient avant l'examen. Avant d'entrer dans la zone d'IRM avec le patient, vérifiez qu'il a retiré tous les objets ferromagnétiques qu'il portait sur lui, tels que téléphone, clés, bijoux, piercings, pièces de monnaie, etc. Les tatouages sont aussi à contrôler avant l'examen. Certaines anciennes encres contiennent des particules ferromagnétiques. Pour prévenir les éventuelles brûlures, vous devez prévoir de comprimer la peau sous des bandes ou un sac de glace. Pensez aussi à vérifier que le patient soit démaquillé, car, par exemple, certaines marques de mascara contiennent également des particules ferromagnétiques. Indiquez-lui que la durée approximative de l'examen est de 10 à 25 minutes pour un examen du crâne. Voici les principales contre-indications à l'IRM. Le pacemaker non compatible car son fonctionnement peut être perturbé par le champ magnétique et le défibrillateur. Les valves cardiaques ainsi que les clips neurochirurgico-vasculaires qui peuvent se déplacer s'ils sont situés dans les parties molles. Les neurostimulateurs et les dispositifs d'injection tels que les pompes à insuline, les corps étrangers métalliques intraorbitaires. En cas de doute, il faudra faire une radio ou un scanner low-dose. Les stents cardiaques, à savoir qu'un principe de précaution de 6 semaines peut être appliqué par certains services, ainsi que les autres dispositifs tels que capteurs de glycémie, patchs médicamenteux transdermiques et les dentiers. D'autres précautions supplémentaires. Assurez-vous que le patient ne soit pas claustrophobe. Quant à la question des femmes enceintes, c'est au médecin de prendre la décision. Assurez-vous de désinfecter la salle après chaque patient pour réduire les risques infectieux. Pour les patients en isolement contact, attendez 30 minutes après l'examen avant d'installer un nouveau patient. Pour les patients hospitalisés, éliminez les chemises d'hôpital avec des boutons pression, les électrodes ECG non spécifiques à l'IRM, les seringues électriques et les paniers à perfusion métallique. Utilisez une antenne tête-cou si possible inclinable pour optimiser le confort des patients syphotiques et placez le patient sur le dos, la tête d'abord, posée sur cette antenne. Remettez une sonnette au patient. Le tube est ouvert des deux côtés, l'examen est long et bruyant. Fournissez-lui un casque et des bouchons d'oreille, surtout s'il a subi une chirurgie cérébrale récente. Assurez-vous que la tête du patient reste immobile pendant l'examen pour éviter les artefacts de mouvement en utilisant des mousses pour immobiliser la tête. Refermez l'antenne et assurez-vous que le patient est à l'aise. Pour un examen standard du crâne, le laser est généralement positionné de manière à être aligné avec la ligne médiane du crâne au niveau de la région frontale ou frontotemporale. Couvrez-le si nécessaire pour son confort. Une fois que le patient est dans le tunnel, sortez en refermant la porte de l'IRM en veillant bien à vous assurer de l'étanchéité de la cage de Faraday afin d'éviter toute interférence RF. Passons à l'acquisition.
nous allons inscrire notre patient sous sa bonne identité en précisant fidèlement son poids et sa taille pour l'évaluation du SAR au cours de l'examen. L'examen débute par un localisateur qui offre une vue 3D du crâne et nous permettra de nous positionner correctement pour les séquences ultérieures. Les séquences utilisées pour l'examen du crâne comprennent le topogramme, également appelé SCOUT, réalisé selon les plans axial, coronal et sagittal, une séquence de diffusion, une séquence 3D flair et une séquence T1. Ces séquences sont réalisées ici dans le cadre d'un bilan oncologique. Après injection de produits de contraste, une séquence T1, une séquence flair et une séquence 3D T2 SWI sont réalisées. Le SCOUT est terminé. Nous pouvons alors positionner la première séquence de diffusion dans le plan transverse selon le plan de référence international CA-CP. En effet, c'est une ligne de référence passant par la commissure antérieure, CA, et la commissure postérieure, CP. Cette séquence nous permet d'étudier le mouvement des molécules d'eau au sein des tissus cérébraux pour y détecter des lésions, par exemple dans le cadre de troubles ischémiques aigus ou des lésions tumorales à forte densité cellulaire. Dans le cas d'un AVC ischémique, on peut observer un hypersignal de diffusion, une diminution du coefficient de diffusion et une atteinte du territoire vasculaire. Pour la détection d'un abcès cérébral, l'examen est considéré positif en présence d'un hypersignal de diffusion, d'une diminution du coefficient de diffusion et d'un œdème périlésionnel. Passons maintenant à la séquence 4, qui représente la séquence flair. Cette séquence, en IRM crânienne, est particulièrement utile pour visualiser les lésions cérébrales, notamment celles de la substance blanche. Elle permet de supprimer le signal provenant du liquide céphalorachidien, améliorant ainsi la visualisation des structures cérébrales profondes et des lésions adjacentes. Cette séquence est souvent utilisée pour détecter les lésions inflammatoires, les anomalies vasculaires et les tumeurs cérébrales. Pour cette séquence, nous reprendrons exactement le même positionnement de nos boîtes que la séquence de diffusion. Nous poursuivrons notre bilan onco avec une séquence axiale 3DT1 en suppression de graisse qui servira de masque pour la soustraction injectée. Nous récupérons les paramètres de positionnement des boîtes pour le centrage. Cette séquence est cruciale pour une évaluation détaillée de l'anatomie cérébrale et des lésions. En fournissant des images de haute résolution avec une excellente différenciation des tissus, elle permet une analyse approfondie des structures cérébrales et des éventuelles anomalies. Nous poursuivons en positionnant toutes les séquences restantes. À la fin de la séquence axiale T1, une pause d'injection intervient, ce qui nous permet de vérifier les séquences avant l'injection du produit de contraste, puis d'administrer le produit au patient avant de poursuivre avec les séquences après l'injection. Une fois que nous avons sélectionné le nom du produit de contraste, le volume injecté chez le patient et que nous avons prévenu le patient que le produit est injecté à l'injecteur automatique, nous cliquons sur Continuer pour passer aux séquences après injection. La séquence FS2D flair post-GADO en IRM cérébral revêt une importance capitale pour détecter et caractériser les lésions cérébrales après injection de produits de contraste. Elle permet ainsi une visualisation améliorée des lésions pathologiques telles que les tumeurs cérébrales, les zones de démyélinisation ou les foyers inflammatoires en les distinguant mieux du tissu cérébral normal. La séquence SWI, Susceptibility Weighted Imaging, T2 3D post-injection,
présente un intérêt particulier en IRM pour plusieurs raisons. La séquence SWI est très sensible à la détection des changements dans la susceptibilité magnétique des tissus, ce qui permet une excellente visualisation des vaisseaux sanguins à flux lent. En raison de sa sensibilité élevée à la présence d'hémosidérine, la séquence SWI peut aider à identifier les lésions hémorragiques. En plus de sa capacité à détecter les anomalies vasculaires, la séquence SWI peut également être utilisée pour évaluer les maladies vasculaires telles que les thromboses veineuses cérébrales et les malformations artério-veineuses. En combinant les informations obtenues avant et après l'injection de produits de contraste, les radiologues peuvent obtenir une évaluation plus complète des lésions cérébrales et améliorer la précision diagnostique. Après avoir terminé la première séquence post-injection, nous vérifions les images pour nous assurer que l'injection s'est bien déroulée et qu'elles ne sont ni floues ni affectées par des artefacts ou des mouvements. L'examen est désormais terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre le déroulement d'un examen IRM cérébral. Si vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Medical Professionals. Rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant de l'imagerie médicale et développer vos compétences dans ce domaine essentiel de la santé. Nous tenons également à exprimer nos sincères remerciements à l'Institut Bergonié à Bordeaux pour leur précieux soutien lors de la réalisation de cette vidéo. Merci et à bientôt!